Bonjour, bienvenue dans la série sur les étoiles. Donc voilà, notre voyageur arrive au bord du trou noir et il pénètre dans le trou noir, donc il passe l'horizon. Que se passe-t-il de particulier au moment où il passe l'horizon? Mais en fait, il ne se passe rien de particulier. L'horizon est un lieu géométrique. C'est le lieu où les trajectoires sont toutes dirigées vers le bas. C'est un lieu géométrique particulier, mais pas une barrière matérielle. Rappelons-nous que toute matière qui tombe dedans, qui forme le trou noir, tombe vers le centre. C'est essentiellement un trou noir quand il y a du vide. Et l'horizon n'est pas un milieu solide. De plus, lorsqu'un voyageur est en chute libre, il suit une trajectoire inertielle et en vertu du principe d'équivalence, dans son voisinage, la relativité restreinte s'applique, il est en apesanteur, il ne ressent pas d'effet gravitationnel et donc il ne se passe vraiment rien de particulier. Notons que vous avez peut-être déjà vu les coordonnées de Schwarzschild, c'est-à-dire les coordonnées utilisées pour un trou noir de Schwarzschild. Celles-ci ont une singularité sur l'horizon. En fait, cette singularité est un artefact mathématique. Ce choix de coordonnées, peut-être un peu malheureux, a une coordonnée de temps qui correspond bien à ce qu'un observateur extérieur peut voir. Mais malheureusement, on sait qu'il y a une dilatation du temps infinie quand on approche de l'horizon, et ça introduit une singularité. Et de fait, à l'intérieur du trou noir, les coordonnées T et R que l'on trouve dans ces coordonnées sont inversées. Le temps est une coordonnée radiale et le R est une coordonnée du temps, ce qui est trompeur. Il existe d'ailleurs d'autres systèmes de coordonnées, comme celle de Kruskal-Zekeres, qui ne possèdent pas cette propriété malheureuse. On n'y observe aucune singularité. De plus, si on calcule la courbure, les 20 fameux coefficients indépendants de la courbure de l'espace-temps, on constate que celle-ci varie de manière continue, sans discontinuité au niveau de l'horizon. Comme tous les effets physiques peuvent se déduire, tous les effets physiques locaux peuvent se déduire de la courbure, eh bien, il n'y a pas d'effet particulier au moment où on passe l'horizon. Par exemple, les forces de marée, qui correspondent à certains coefficients du tenseur de courbure, les forces de marée augmentent lorsqu'on approche du trou noir et qu'on va vers le centre, mais elles augmentent de manière continue, sans rupture ou variation brutale au niveau de l'horizon. Ça veut dire que si le voyageur est dans une capsule et qu'il ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur, il risque fort de franchir l'horizon sans même s'en rendre compte, ce qui évidemment serait assez catastrophique. Voilà notre voyageur maintenant qui se dirige vers le centre du trou noir. Le centre, là, tout devient extrême. D'abord, c'est une vraie singularité, au moins au sens de la relativité générale. On avait dit qu'avec la mécanique quantique, il se pouvait que ça ne soit pas tout à fait une singularité, mais elle est tellement extrême que ça ne change pas grand-chose. À ce niveau, les forces de marée divergent de manière extrême, infinie, et ça détruit tout, absolument tout. Tout atome serait entièrement pulvérisé. À tel point qu'en réalité, on ne sait même pas quel est l'état de la matière exactement quand elle arrive au centre. C'est trop extrême pour nos théories actuelles. De plus, le temps pour traverser le trou noir, c'est-à-dire pour aller de l'horizon au centre, tel que serait indiqué par une montre au poignet du voyageur, si la montre n'est pas détruite, bien entendu, ce temps est fini. Pour un trou noir stellaire, de quelques masses solaires, ça ne prend que quelques millisecondes, c'est très rapide. Pour un trou noir supermassif, ça prend quelques heures. De plus, comme dans un trou noir supermassif, les forces de marée ne sont pas extrêmes près de l'horizon, ne sont pas mortelles, ça veut dire que s'il se rend compte qu'il a passé l'horizon, il a largement le temps de se rendre compte qu'il est foutu et qu'il a le temps de rédiger son testament. Malheureusement, il ne pourra donner son testament à personne, puisque rien ne sort du trou noir. Toute tentative
pour freiner, pour arriver moins vite au centre, ou pour y aller en spirale, est un pur échec. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est le centre. Et pire que ça, si on freine, on y arrive plus vite. Alors ça, c'est tout à fait contre-intuitif. Tout est bizarre dans les trous noirs. La courbure est tellement extrême que la géométrie est très éloignée de la géométrie du quotidien et tout y est bizarre. On va revenir sur ce point de arriver plus vite en freinant. Considérons maintenant deux voyageurs. Le premier s'arrête près de l'horizon. Il se met en vol stationnaire avec des superfusées de façon à rester stable. La gravité est énorme, mais disons que c'est Superman, et qu'il est suffisamment costaud pour y résister. L'autre descend dans le trou noir, mais le premier l'a attaché avec une corde de façon à le faire descendre. Peut-il, en tirant sur la corde, le ramener? Bien, on devine facilement que non. Si on regarde les trajectoires, quelle que soit leur trajectoire, il y en a un qui est stationnaire, mais quelle que soit la trajectoire de celui qui est dans le trou noir, sa trajectoire le mène vers le centre. Et les trajectoires dans l'espace-temps des deux voyageurs vont forcément diverger. Et donc, ça occasionne une tension mécanique sur la corde, qui est forcément étirée, et quoi qu'il arrive, ça croît sans limite. Et donc, soit celui qui est à l'extérieur finit par lâcher la corde, soit la corde va finir par casser, quelle que soit sa résistance, elle va finir par dépasser sa capacité de résistance, elle va casser, soit celui qui est à l'extérieur va être entraîné avec le premier dans le trou noir. Un autre effet aussi qui est assez amusant à réfléchir, c'est celui-ci. Le voyageur passe l'horizon et il tombe. Alors disons que c'est un trou noir supermassif, qu'il a le temps de s'en rendre compte et même de faire des expériences. Et il décide d'envoyer de la lumière vers le haut. Il envoie un rayon lumineux vers le haut. On sait que le principe d'équivalence dit que pour sa chute libre dans son voisinage, le principe d'équivalence s'applique, la physique classique s'applique, la relativité s'applique, et donc sa vitesse par rapport à un rayon lumineux est toujours plus petite que la vitesse de la lumière. De plus, la vitesse de la lumière est invariante. Donc, elle devrait non seulement aller vers l'arrière, mais aller vers l'extérieur. Ce rayon lumineux va-t-il sortir? Eh bien non. Là encore, l'intuition nous trompe, parce que la géométrie y est très différente, et non, le rayon ne va pas sortir. Pour le voir, voyons un diagramme de Penrose. Donc ici, je ne dessine que le coin, par facilité. Là, on a le trou noir, là, l'espace ordinaire. Le voyageur suit une trajectoire et plonge vers le centre. Il envoie un rayon lumineux. Celui-ci est à 45 degrés. Et si on calcule les lignes de simultanéité, c'est-à-dire les lignes d'instant identiques, de temps écoulé identique, on obtient des trajectoires à 45 degrés comme ceci. Ça veut dire que par rapport à lui, le rayon lumineux va bien vers l'arrière et à la vitesse c. Mais comme on le voit, le rayon lumineux arrive quand même sur la singularité. Et la seule différence, c'est que le voyageur arrive premier. Le rayon lumineux arrive un peu plus tard. Et ça illustrait ce que je venais de dire. Il va moins vite que le rayon lumineux. Il freine pour aller moins vite que lui, par exemple. Et pourtant, il arrive premier. À cause de cette géométrie extrême, moins on va vite, plus vite on est au centre. On voit aussi que, comme je l'ai dit, la géométrie est très différente dans le trou noir, et cette courbure extrême, colossale, la courbure de l'espace-temps qui est vraiment extrême dans un trou noir, fait que
tout, absolument tout, y est très contre-intuitif. Donc il faut vraiment se méfier des raisonnements. Regardez le raisonnement que j'ai fait. Je tombe avec une vitesse plus faible que la vitesse de lumière, j'envoie un rayon en vitesse de lumière vers le haut, donc il devrait forcément sortir. Eh bien non, il ne sort pas. Donc tout est très contre-intuitif. Méfiance. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous allons un peu analyser les conséquences d'un trou noir en rotation. On verra que c'est fort intéressant aussi. Je vous remercie.